Maman, viens voir. Qu'as-tu, mon enfant? Je souffre et j'ai très mal. T'as mal où c'est? Ici, sur le côté. Top Santé, votre magazine sanitaire, présenté par Peggy Wabeno, tous les lundis à 14h. Rediffusion lundi 20h. Pour tout contact, Top Santé Top Congo @gmail.com ou contactez-nous au 082 280 1500. Top Congo FM, elle a tout d'une grande. Depuis 2012, le mois de septembre rebaptisé pour l'occasion Septembre en or met en lumière partout dans le monde des multiples actions destinées à sensibiliser le grand public à l'existence des cancers pédiatriques, au fait qu'ils sont dangereux, mais aussi qu'ils sont guérissables s'ils sont pris en charge très tôt. À l'occasion de Septembre en or 2024, l'équipe pluridisciplinaire de prise en charge d'enfants atteints de cancers aux cliniques universitaires de Kinshasa sensibilise la communauté sur cette maladie. Mais comment se présente la situation en RDC? Pourquoi sensibiliser sur cette maladie? Que faut-il faire pour financer la recherche et améliorer la prise en charge des cancers qui ne ressemblent pas à ceux des adultes? Pour en parler, nous recevons aujourd'hui deux invités dans ce studio. Il s'agit donc du docteur Karim Hassani et de docteur Aline Boudiongo, tous deux oncologues pédiatres aux cliniques universitaires de Kinshasa. Bonjour docteur. Bonjour madame. Bonjour docteur. Bonjour madame. Merci et bienvenue dans Top Santé. Merci. Merci. Mesdames, messieurs, chers amis de Top Santé, fidèles auditeurs de Top Congo FM, chers téléspectateurs, très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau numéro de Top Santé consacré à la prise en charge des cancers de l'enfant. Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine. Alors docteur Karim, écoute. Quelle différence y a-t-il entre cancer de l'enfant et cancer de l'adulte? Très bonne question, madame. Donc, d'entrée de jeu, je vais vous dire que ces deux cancers sont totalement différents. Les cancers de l'adulte sont souvent des cancers de type cancer de sein, cancer du poumon, cancer du col de l'utérus, etc. Mais chez l'enfant, on ne trouve pas ces cancers-là. D'autre part, les cancers de l'adulte ont souvent des facteurs qui vont les amener. Par exemple, très souvent, je pense que c'est un message qui est bien compris actuellement dans la population. La cigarette, donc, peut entraîner le cancer. Mais pour le cancer des enfants, les facteurs qui peuvent amener au cancer ne sont pas forcément les mêmes. Donc, ne fût-ce que par ces deux points, on voit tout de suite que les cancers de l'enfant sont différents. Mais également, si je peux ajouter un élément très important dans leur différence, c'est que les cancers de l'enfant sont souvent très, très agressifs. Ils évoluent très rapidement. Mais cette évolution rapide donne aussi la possibilité d'avoir une meilleure sensibilité au traitement. Donc, d'entrée de jeu, comme je le disais, ces deux types de cancers sont différents. Souvent, la population n'est pas au courant que les enfants peuvent souffrir de cancer. Alors, nous sommes très heureux de pouvoir le dire encore ici, une fois sur Top Santé, que oui, les enfants souffrent de cancer, nous les voyons et ça fait partie de notre quotidien en tant qu'oncologue pédiatre. Merci. Mais est-ce qu'il y a des facteurs génétiques qui peuvent être considérés dans la survenue du cancer chez l'enfant? Oui et non. Alors oui, je dirais, parce qu'il y a certains types de cancers, mais ils sont vraiment rares, pour lesquels les causes, je peux dire, génétiques, qu'on peut retrouver auprès de parents, vont occasionner le cancer de l'enfant. Alors là où je vais plutôt marteler et insister, c'est pour dire que les cancers de l'enfant ne sont pas liés au fait que c'est hérité de la mère ou du père. La majorité des cancers de l'enfant vient un tout petit peu par la faute à la malchance. Donc ça arrive que, de façon un peu, comme on dit chez nous en médecine, sporadique, qu'un enfant puisse être atteint d'un cancer. Voilà. Pourquoi les enfants développent-ils des cancers? Alors, pourquoi? C'est une question à 10 millions de dollars. Alors, si je peux tenter de répondre par rapport aux personnes qui nous écoutent, c'est juste pour dire que il arrive un tout petit peu dans la vie embryonnaire, si je peux dire, quand l'enfant est encore dans les ventres de sa mère, où les cellules sont en train de se former. Il y aura les cellules qui vont former le bras, l'autre qui vont former le poumon, l'autre qui vont former ceci. Il y a une cellule qui décide
de ne plus suivre les rythmes normaux. Et il s'y rébelle. Et c'est un tout petit peu comme ça que ça arrive. Mais dire pourquoi cette cellule va faire comme ça, il y a des mécanismes, il y a beaucoup de recherches sur ça pour aller jusqu'à comprendre pourquoi est-ce que ça arrive. Mais de façon générale, pour un tout petit peu l'objet de notre émission, c'est juste pour dire que d'abord, les cancers de l'enfant existent et c'est une réalité. Des deux, il n'y a pas des causes clairement identifiées aujourd'hui. Donc quand ça arrive, il ne faut pas forcément aller chercher le tonton qui est resté au village ou bien la grand-mère qui ne nous a pas dit bonjour il y a une semaine. Donc il n'y a pas de raison de ces genres-là. Ça arrive partout. Des enfants au Japon, aux États-Unis, au Brésil peuvent souffrir de cancers du même type que ceux de Kinshasa. Donc voilà, c'est un peu ça la situation. Le cancer de l'enfant existe, c'est une réalité. Alors, comment se présente la situation en RDC et précisément à Kinshasa? Alors, en République démocratique du Congo, c'est un pays, comme vous le savez, de pratiquement 100 millions d'habitants. Quand nous essayons avec les collègues pour essayer d'estimer combien de nouveaux cas de cancer de l'enfant peuvent arriver, je peux vous dire que c'est entre 4 000 et 5 000 nouveaux cas de cancer qui pourraient arriver chez les enfants. Par année? Oui, par année. Malheureusement, on ne sait pas, on n'a pas des données fiables pour dire qu'aujourd'hui, on a vu 4 000 enfants en 2023 ou en 2024. On n'a pas des données fiables parce qu'il faut pour ça parcourir tous les territoires, avoir des données. Je ne sais pas si au ministère de la Santé, il y a des données, mais je ne suis pas sûr qu'il y en ait forcément parce que c'est une maladie qui est souvent sous-diagnostiquée dans nos pays d'Afrique subsaharienne. Alors, en RDC, il y a aujourd'hui 2 et peut-être il y a aussi un autre centre de prise en charge qui est en train de se créer. Donc, à Kinshasa, nous avons une équipe pluridisciplinaire à cliniques universitaires de Kinshasa qui s'occupe des enfants atteints de cancer. À Lubumbashi, la même chose aux cliniques universitaires de Lubumbashi. À Goma, actuellement, il y a une équipe qui est aussi en train de s'organiser au sein d'un hôpital, l'hôpital Charité Maternelle, si je ne me trompe pas. Donc il y a quand même de volonté de part et d'autre. Mais à part ça, dans d'autres parties du pays, j'imagine que quand les enfants sont malades, ils vont à l'hôpital, les médecins se battent, ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. Mais voilà un tout petit peu les équipes qui sont organisées. Alors précisément à Kinshasa, avec l'énorme population quand même, c'est parmi les plus grandes villes francophones d'Afrique, nous attendons entre 500 et 700 nouveaux cas atteints de cancer. Mais aux cliniques universitaires de Kinshasa, nous en recevons seulement une centaine. L'une des raisons pour laquelle nous sommes ici dans cette émission, pour essayer de sensibiliser, pour dire à la population et à tout le monde que les cancers de l'enfant existent. Attention, les symptômes sont là. Si jamais vous les voyez, il faudra y penser. Et c'est comme ça qu'avec ma collègue ici, Dr Boudiongo, on va forcément arriver à cette partie de la question. Bien sûr. Alors, docteur Aline, quels sont les différents types de cancers chez l'enfant? Oui, merci Nadane. Docteur Karine a dit, il a insisté, les cancers de l'enfant, c'est différent des cancers de l'adulte. Alors, chez l'enfant, nous avons plus les cancers, les tumeurs qu'on dit spécifiques d'origine embryonnaire chez l'enfant. Et parmi ces cancers, nous avons les rétinoblastomes, c'est-à-dire c'est les cancers qui touchent l'œil de l'enfant, plus précisément au niveau de la rétine. Et à part les rétinoblastomes, je commence par ça parce qu'actuellement, en termes de fréquence, c'est les cancers les plus fréquents chez l'enfant en République démocratique du Congo. Donc, quand vous dites rétine, c'est la boule noire? Non, c'est pas la boule noire, c'est du point de vue anatomique, c'est derrière. Ça nous permet de voir un peu, c'est là où on sait voir la lumière. Donc là, comme le cancer commence généralement au niveau de la rétine et ça va s'extendre, et ça va, comment je vais te dire ça, ça va s'étendre en avant. Alors, à part les rétinoblastomes, nous avons les cancers du système immunitaire, comme les lymphomes, ça touche le système lymphatique. Ça aussi, en termes de fréquence, ça vient généralement en deuxième position. À part les cancers qui touchent les systèmes lymphatiques, les lymphomes, nous avons les leucémies. Les leucémies aiguës, en fait, on peut dire c'est les cancers du sang. Donc, les leucémies aiguës, il y en a chroniques, mais chez l'enfant, c'est tous les leucémies aiguës. On a les tumeurs cérébrales. Les tumeurs cérébrales, ici, on va dire, si on doit voir la fréquence,
Notre fréquence chez nous, elle est quand même assez faible par rapport aux fréquences rapportées en Occident. On s'est dit probablement le diagnostic est sous-estimé. Parce qu'en Occident, on a jusqu'à 30% des cancers des tumeurs cérébrales, mais chez nous, c'est moins de 10%. À part les tumeurs cérébrales, nous avons ce qu'on appelle les néphroblastomes. Les néphroblastomes, c'est les tumeurs qui touchent les reins de l'enfant. Et à part les néphroblastomes, on a les neurodlastomes qui touchent les systèmes nerveux périphériques. On a les rhabdomyosarcomes. Il y a des noms compliqués. Oui, exactement. Ce qu'on dit là, ce sont des tumeurs, les rhabdomyosarcomes, qui touchent les muscles. Donc l'origine, le point de départ, c'est les muscles. On a les tumeurs osseuses, comme l'ostéosarcome que nous avons aussi. Mais en termes de fréquence, actuellement chez nous, les cancers les plus fréquents, c'est les rétinoblastomes. Donc le cancer qui affecte les yeux. Les yeux, les leucémies aiguës, les lymphomes, et peut-être les néphroblastomes. Ça, ce sont les cancers. Et on est tous en train de travailler pour sensibiliser, pour avoir plus les cas de ces cancers-là. Alors, comment les parents peuvent reconnaître les signes de tous ces cancers que vous venez d'énumérer? Alors, comme on dit, reconnaître les signes, et ça, c'est très important, c'est capital. On est en train d'insister sur les diagnostics précoces, effectivement, parce que plus le cancer est découvert tôt, plus on a la chance d'augmenter la survie. Je crois que quand on reviendra ailleurs, la survie des cancers, il y a des cancers où après 5 ans, on a plus de 80% de taux de survie. Et c'est seulement grâce au diagnostic précoce. Alors les signes, il y a les symptômes et les signes, il n'y a pas de symptômes spécifiques des cancers, mais nous citons quand même quelques signes. Par exemple, tous les cancers de l'œil, les rétinoblastomes, on peut avoir un stradisme. Donc, quand on est devant un stradisme... C'est-à-dire, parce qu'on s'adresse à un public profane. Oui, le stradisme, c'est les yeux qui louchent. Donc, à Kinshasa, on appelle ça les nuits sur 5 heures. Quand vous avez un enfant avec nuit sur 5 heures, il faut voir l'ophtalmologiste. Parce que ça peut être le premier signe d'un rétinoblastome. On est dit que tous les cas de stradisme, c'est le rétinoblastome. Mais devant un cas de stradisme, il faut voir un ophtalmologiste pour exclure les rétinoblastomes. Alors, toujours tous les rétinoblastomes, les signes précoces, autre signe précoce, c'est la leucocorie. C'est-à-dire, on a une tache blanchâtre au milieu de l'œil. Ou encore, au milieu de l'œil, donc ça veut dire que la tache noire disparaît. Disparaît et est remplacée par une tache blanchâtre. Ou à l'intérieur, il y a... Oui. Au début, d'ailleurs, on a l'impression d'avoir un œil de chat. Exact. On appelle ça les reflets chatoyants, donc l'œil du chat. Et ça brille. La nuit, ça brille. La nuit, ça brille. C'est comme si vous avez les yeux de chat. Donc ça aussi, c'est un signe qui est vraiment capital. Dès que vous avez ces signes, il faut voir l'ophtalmologiste pour voir si c'est un rétinoblastome. Mais il y a aussi d'autres cas, d'autres causes de leucocorie. Mais quand vous avez la leucocorie, vous devez voir l'ophtalmologiste pour confirmer si c'est un rétinoblastome ou pas. Donc ça, par rapport au rétinoblastome. Alors, si cet enfant qui a présenté le stradisme, on l'a amené voir un ophtalmologiste, et puis vient les reflets chatoyants ou encore la leucocorie qui persiste, il n'est toujours pas soigné, vous allez voir la diphtalmie, l'œil va sortir, ou encore l'exophtalmie, et aller jusqu'à donner des grosses masses. Donc ça, c'est quand on a ces stades-là, c'est les stades qu'on n'aime pas avoir. On sait que les traitements deviennent compliqués et la guérison, on baisse quand même les taux de survie. Oui. Donc, on préfère avoir les stradismes, la leucocorie, quand la tumeur est encore intraoculaire. Ça, c'est pour les rétinoblastomes. Alors, pour les lymphomes, généralement, on a des ganglions, des adénopathies. À quel niveau? Ça dépend de la localisation. Donc, ça dépend de la localisation. Par exemple, pour ce que nous... Ça peut apparaître au niveau du cou, au niveau des aisselles, au niveau inguinal, et on peut avoir des masses abdominales. Je n'ai pas donné les détails, je comprends l'étudique, parce que quand on parle de lymphomes,
on a ce que nous appelons les lymphomes non hodgkiniens. Donc, c'est un groupe particulier là, c'est le lymphome de Burkitt, qui est le lymphome qu'on trouve fréquemment en Afrique et notamment au Congo. Et là, généralement, on a une masse, par exemple, au niveau de l'émythos, avec une désorganisation de l'architecture dentaire. On a l'impression que les dents sont déchaussées avec des grosses nasses. Ah oui, souvent les gens pensent d'ailleurs que c'est un abcès dedans. Au départ, on a des maux des dents, on pense que c'est un abcès dentaire qui est en train de prendre le volume. Il faut opérer, il faut voir un oncopédiatre, consulter les médecins parce que les lymphomes de Burkitt, l'image est quand même classique. Donc, on revient sur l'âge. Mais à part ça, on peut avoir des ganglions partout, au niveau du cou, surtout pour la maladie d'Hodgkin. Là, on voit vraiment même jusqu'à une déformation du cou. Donc là, on insiste sur les adénotatis, c'est-à-dire adénotatis, c'est augmentation de la taille des ganglions. Quand on a des adénotatis, il ne faut pas courir pour mettre les traitements antituberculés. Parce que c'est vrai, il faut faire la part des choses entre la tuberculose et les lymphomes. Généralement, les lymphomes sont confondus à la tuberculose et tout ça, ça a un impact sur le pronostic parce que ça augmente les retards diagnostiques. Donc, quand vous avez des ganglions et que vous n'avez pas de signes d'évidence d'une tuberculose, référez, ne commencez pas les antituberculés. Parce que la majorité des enfants que nous recevons, ce sont des enfants qui sont déjà sous antituberculés ou encore ils ont été traités la première fois sans amélioration. On continue encore à... Donc ils arrivent à un stade déjà avancé de la maladie. Oui, effectivement. Parce qu'ils ont traîné dans des centres de santé. Ça, c'est pour les lymphomes. Pour les leucémies aiguës aussi, il y a aussi des ganglions. Mais dans les leucémies aiguës, on peut avoir la fièvre, parce que la fièvre, il faut dire, dans les leucémies aiguës, la fièvre est là. On peut avoir l'anémie. L'anémie, c'est-à-dire, on a une diminution des taux d'hémoglobine. Et par rapport à ça aussi, on attire l'attention des professionnels de santé parce que anémie, fièvre, on regarde le paludisme. Généralement, on va dire c'est paludisme. Et aujourd'hui, on sait que c'est sous-estimé parce que la majorité des enfants n'arrivent pas. C'est que docteur Karine a dit 5000 enfants. On estime le nombre des enfants atteints de cancer. Mais chez nous, on est autour de 100 nouveaux patients. Donc, il y a quand même beaucoup de confusion. Donc, quand vous avez un enfant qui fait de la fièvre, qui est transfusé, s'il n'est pas d'drépanocytose, et qui fait des anémies à répétition, il faut voir, il y a l'examen simple, les médecins, les savent, même les généralistes, c'est la numération des formules sanguines. On va voir les éléments, c'est-à-dire ça nous permet de voir les nombres ou encore les taux d'hémoglobine, on va voir les hématocrites, voir les nombres de globules dedans, ça c'est pour les médecins. Donc c'est quand même important, voir un peu comment se comporte la population au niveau des l'hémogramme. Donc, les ganglions, on a dit pour les leucémies, il y a aussi pour les leucémies, les saignements anormaux. Donc, quand vous avez un enfant qui fait la fièvre, anémie, qui saigne, et surtout s'il y a des adénotatis. À partir de quel orifice? La bouche, le nez, les dents? Il peut saigner du nez, de la bouche. C'est-à-dire de la bouche, surtout même lors des drossages des dents, de gingivorragie. Mais attention quand même, on ne veut pas trop alarmer la population parce qu'il y a aussi beaucoup de causes des saignements au niveau des gencives. Mais quand vous avez un enfant qui fait de la fièvre et que vous voyez, il a une anémie, il saigne en plus, il a des adénotatis, vous devez évoquer une leucémie aiguë. Alors, autre symptôme, on a des douleurs osseuses. Les douleurs osseuses qu'on peut retrouver aussi dans les cas de leucémie, dans les cas d'un neuroblastome, ou encore parce qu'on a une tumeur osseuse. Alors, pour ne pas oublier, important, c'est la masse abdominale. Quand vous avez une masse au niveau de l'abdomen, attention, il y a beaucoup de diagnostics à évoquer. On va voir les néphrodastomes, comme la tumeur rénale, qui est très, très fréquente chez l'enfant, la tumeur rénale. C'est autour de 10% des cancers pédiatriques. Donc, chez nous, masse abdominale, il faut vraiment voir un oncopédiatre si possible,
Mais sinon, ne fût-ce qu'un pédiatre qui t'ait déjà évoqué un néphrodasome ou d'autres tumeurs. Alors, attention avec l'équidéca, parce que généralement, quand on a une masse abdominale, on nous dit une masse abdominale, donc une masse au niveau du ventre. Masse abdominale, c'est le ventre. Donc, une masse au niveau du ventre. Donc, il faut être sûr. Donc, nous, kidéca, quand on dit kidéca, c'est rate. C'est le langage qu'on parle souvent. Et quand il faut être sûr que ce n'est pas un cancer. Donc, pour les masses abdominales, il faut vraiment voir un pédiatre et surtout aussi de faire une échographie pour voir la masse, si c'est rénal ou c'est autre localisation. Alors, je ne sais pas si j'ai ramassé. Donc, comme on dit là, il n'y a pas vraiment des symptômes spécifiques. On peut présenter un cancer parce qu'on a des maux de tête, par exemple les céphalées qui persistent chez l'enfant. On a des maux de tête, effectivement, qui persistent. Des maux de tête qui persistent chez l'enfant. Oui. Un enfant qui vomit, ça va très loin. Un enfant qui travaillait bien à l'école, si dites-moi, il n'arrive plus à travailler, ça peut aussi faire évoquer une tumeur cérébrale. Donc ça, vraiment, nous insistons sur les signes précoces. Je ne sais pas si j'ai les signes que je n'ai pas. Je peux peut-être un tout petit peu compléter, mais plutôt, vous avez tout dit, pratiquement, docteur Budiongo. Ce que je peux peut-être dire, c'est qu'effectivement, le cancer de l'enfant nous offre une chance énorme. C'est-à-dire, il est reconnaissable à travers certains signes. Voilà, même par les parents. Donc ça, c'est vraiment d'abord la première chose. Donc, chers parents, quand on vous dit que les cancers de l'enfant existent, c'est vrai, mais rappelez-vous d'une chose, les cancers de l'enfant sont reconnaissables à travers certains signes que vous, parents, vous pouvez aussi détecter. Alors, les différents symptômes que Dr Budiongo vient de citer, c'est exactement ça. Mais si je peux un tout petit peu résumer les tout, c'est que, premièrement, si votre enfant souffre d'une maladie, ou des symptômes, vous voyez que ces symptômes commencent à traîner, il faut vous poser des questions. Par exemple, vous partez à l'hôpital, on vous dit que votre enfant a le paludisme, on soigne le paludisme pendant 2, 3 jours, 5 jours. Il y a des choses qui n'évoluent pas bien, il faut se poser des questions. Si votre enfant présente n'importe quelle anomalie, et effectivement, donc le cou qui est un peu comme ça, on peut dire non, il a mal dormi, mais si ça persiste, attention, tout symptôme qui persiste, chers parents, il faut prendre ça au sérieux. Ça peut bien sûr être un cancer ou autre chose, mais au moins, le fait que vous avez fait attention va vous amener à consulter et les médecins vont faire leur travail pour essayer donc de détecter la maladie. Par exemple, si vous êtes en train de donner le bain, vous savez, moi quand j'étais enfant, vers 17h, c'était le moment de bain. Toutes les mamans allaient donner le bain aux enfants et effectivement, en donnant le bain à l'enfant, la maman touche le ventre et sent qu'il y a une boule à l'intérieur du ventre. Attention, cette découverte-là, comme a dit Dr Budiongo, est une découverte sérieuse. On ne peut pas la laisser comme ça. Même si l'enfant a l'air d'être en bonne santé, c'est à ces moments-là qu'il faut dire non. Cette petite boule que je vois dans le ventre, attention, c'est quoi? Voilà. Vous êtes un peu dans l'obscurité. Il y a du bien parfois de ne pas avoir d'électricité. Parce que quand il n'y a pas d'électricité, vous voyez dans l'œil de l'enfant et vous voyez que dans l'obscurité, c'est chatoyant, c'est un peu comme l'œil de chat. Attention, attention. Le plus important, c'est quoi? C'est que ici, ce qu'on essaye de faire, c'est de dire aux parents, chers parents, si vous voyez des symptômes anormaux, des choses qui sortent de l'habituel, n'hésitez pas, consultez au plus vite possible parce que ça peut être aussi un cancer. Et avec tous les signes spécifiques, parce que Dr Budiongo a essayé vraiment de les détailler étape par étape, effectivement, à ce moment-là, vous avez quand même quelques orientations et ça permet quand même de sonner l'alerte. On parle de l'enfant, mais de quel enfant précisément? À partir de quel âge on peut constater tous ces signes quand un enfant est affecté? Ça dépend. Je sais qu'en période néonatale, chez les nouveau-nés, c'est quand même assez rare, mais ça peut arriver des nouveau-nés avec cancer. Et généralement, nous, on est de 0 à 17 ans, jusqu'à 18 ans, donc enfants et adolescents, les cancers. Alors, docteur Karim, comment se présente la prise en charge?
Vous savez, avec tous les symptômes qui ont été cités, si un parent est suffisamment attentif et voit qu'il y a quelque chose qui sort de la normale et vient à l'hôpital, et que bien évidemment le médecin font leur travail, on finit par avancer vers la piste du cancer. Dès qu'on a le diagnostic de cancer, la prise en charge commence par l'annonce diagnostique. D'abord, je voudrais revenir sur une question. Vous avez évoqué quand il s'agit de cancer des yeux, enfin des problèmes des yeux, il faut voir un ophtalmologue. Mais est-ce que tous ces médecins-là sont formés pour poser un diagnostic correct? Oui, généralement, ils sont formés, mais à part les ophtalmologistes, il y a aussi les techniciens spécialistes en ophtalmologie. Aux cliniques ou partout? Non, ils sont partout. Parce que s'il faut compter ophtalmologistes, il n'y en a pas assez, on peut dire, à l'intérieur. Néanmoins, il y a des techniciens qui sont formés en ophtalmologie pour poser ces diagnostics de rétinoblastome. Ils savent reconnaître la leucocorie qui est liée au rétinoblastome ou pas. Parce que les cancers de l'enfant, on n'en parlait presque pas, on n'en parle pratiquement pas aussi. Tous ces personnels-là sont à même d'assurer un diagnostic correct. Oui, rassurez-vous que, vous savez, la médecine, ce n'est pas une science exacte, mais de façon générale, comme a dit Dr Budiongo, tous les médecins aujourd'hui, tous les personnels de santé sont sensibilisés au cours déjà de leur cursus de base, grâce à l'effort que font les autorités au niveau des universités, au niveau des différents centres d'enseignement et des formations, que ce soit dans la formation initiale ou dans la formation continue. Ces personnels sont sensibilisés pour le signe qui peuvent être les cancers de l'enfant. Mais vous avez dit que par moment, on vous rapporte des enfants avec des lymphomes qui sont déjà sous traitement antituberculeux, alors que ce n'est pas le cas. Ça va exister, mais comme l'a dit Dr Karine, déjà dans les cursus, il y a un cours d'oncologie pédiatrique en 3e doctorat. Et dans ces cours, nous insistons sur les signes précoces de tous les cancers. Donc, c'est un problème peut-être. Et puis, à part ces cours, nous-mêmes, on est en train de faire la formation. Nous allons dans des hôpitaux pour sensibiliser les médecins généralistes sur les signes précoces. Donc, on croit quand même, ça commence quand même à porter un peu de fruits, mais on pense que l'État nous aidera avec les systèmes de santé parce qu'il faut qu'il y ait quand même la référence. Oui. Donc, c'est ça le problème. Ailleurs, il y a des niveaux. On sait que quand c'est tel problème, il faut aller au niveau tertiaire. Maintenant, on a encore des difficultés au niveau des hôpitaux secondaires pour la référence parce que ça prend du temps. Alors, je profite, j'insiste aussi, quand vous avez des symptômes et que vous êtes convaincu que c'est une suspicion d'un cancer, au lieu de garder les malades pour faire les analyses jusqu'à confirmer, c'est plus facile de référer vers une structure spécialisée. Comme ça, là, il y a des médecins référents. Par exemple, un enfant qui naît abdominal, on va dire que c'est un néphroblastome. S'il est diagnostiqué dans un hôpital, même s'il y a des pédiatres, même s'il y a les équipes des radiologues qui sont là, alors les radiologues travaillant peut-être dans cet hôpital ne sont pas habitués à voir ou n'ont pas fait cette formation. Alors que nous avons des radiologues qui sont référents, qui sont formés à donner les diagnostics. Donc, ils vont donner les détails. Parce que quand ils commencent là-bas, les malades, quand ils viennent chez nous, ils vont encore reprendre tous les délais. Donc là, on perd l'argent et puis aussi le temps. Donc, merci beaucoup. Si je peux compléter un tout petit peu, merci beaucoup. Si je peux compléter, c'est que, vous savez, la santé est organisée un peu en pyramide. Il y a ceux qui sont en soins de santé primaires et ceux qui sont en soins de santé tertiaires, donc comme l'hôpital universitaire. Alors, chacun dans cette pyramide a son rôle à jouer. Donc là, j'ai une pensée auprès de tous ceux qui sont, par exemple, au niveau de soins de santé primaire, qui font un énorme travail. Et là, ils ont les éléments pour ne fût-ce que détecter. Mais ce n'est pas à leur niveau que le traitement va se passer. Comme a dit Dr Budiongo, ils vont référer à un niveau supérieur pour qu'à ce moment-là, le diagnostic soit beaucoup plus précis et que le traitement débute. Donc, c'est un tout petit peu ça, le jeu de rôle. Mais parfois, je peux dire que la prise en charge, ce n'est pas seulement le médecin, ce n'est pas seulement la partie médicale, mais également la population.
Parce qu'il y a des patients aussi, quand on réfère, docteur Boudiong, je pense que vous êtes d'accord avec moi, on l'a référé à temps, mais le patient fait 2 mois à la maison avant d'arriver. C'est peut-être question des sous. Question de sous peut-être, ou alors il faut se préparer, il fallait d'abord faire la récolte avant de partir à l'hôpital. Donc il y a plusieurs raisons qui peuvent entraîner ces retards-là. C'est pour ça, c'est que je peux dire, c'est que aujourd'hui nous appelons un tout petit peu à ce que les parents fassent un peu attention, de ne pas négliger certaines choses. Lorsque par exemple, docteur Boudiong parle de cet œil chatoyant, n'imaginez pas que l'enfant est gravement malade. Hein. C'est un enfant qui mange bien, qui joue et qui a l'air en bonne santé. Mais c'est exactement à ce moment-là qu'il faut faire une action. C'est là que les parents doivent s'alerter pour venir à l'hôpital, pour faire le nécessaire. Donc il y a une participation des parents dans cette alerte, mais également par la suite le relais par tout ce qui est système de santé pour permettre une référence rapide pour la prise en charge. Alors je reviens à ma question. Comment se présente la prise en charge des cancers de l'enfant ici en RDC? Alors comme je le disais tantôt, la première chose, la chose vraiment la plus importante lorsque vous êtes parent et qu'on vous dit que votre enfant est en train de développer un cancer, d'abord c'est l'annonce diagnostique. Comment est-ce qu'on va vous l'annoncer? Tout va dépendre, la suite va dépendre de ça. Vous savez, si on vous annonce une mauvaise nouvelle comme ça, c'est quand même quelque chose on n'a pas tout de suite envie de croire. Alors, si ça ne se passe pas bien, parfois, les parents ont tendance à abandonner la prise en charge. Et nous, aujourd'hui, nous avons des parents qui abandonnent, alors qu'ils sont venus à un stade où l'enfant était guérissable. Mais vous faites tout, mais les parents n'y viennent plus. Pourquoi? Peut-être parce que l'annonce ne s'est pas faite comme il se devrait. Par exemple, il a vu quelqu'un en passant qui lui a dit « Ah, oh, il faut un cancer ». Bah, écoutez, ou bien il a vu un infirmier dans le coin, ou il a vu un médecin dans le coin, ou je ne sais pas qui. Donc l'annonce diagnostique doit être soignée pour que le parent puisse comprendre d'abord de quoi il s'agit et amorcer la prise en charge. Alors, comment ça se passe en pratique, cette prise en charge? C'est une question, je peux dire, un peu technique, mais si je peux résumer ça, c'est qu'il y a des médicaments qu'on peut donner, si jamais il faut donner. Donc là, ce sont les médecins, donc nous, les oncologues pédiatres, avec les autres membres de l'équipe pluridisciplinaire, nous nous réunissons. Et lorsque nous les faisons, nous décidons ensemble c'est quoi le schéma thérapeutique. Et quand nous le décidons, ce schéma peut comporter des médicaments qu'on appelle chimiothérapie. Ça peut comporter parfois la chirurgie, mais là, ce n'est pas n'importe quel chirurgien qui va le faire. Il faut que ce soit un chirurgien qui les fasse selon des règles bien précises. Parfois, et pour l'enfant, rarement, la radiothérapie également peut aussi intervenir. En tout cas, on ne l'espère pas parce que les enfants tolèrent mal la radiothérapie. Mais quand c'est nécessaire, on n'a pas le choix. On essaie de les donner. Voilà, donc grossièrement, voilà les armes thérapeutiques que nous avons. Mais à part ça, il y a d'autres choses. Il y a des traitements de la douleur. Parce que nous, les médecins, désolé de le dire, hein, lorsque le malade vient à l'hôpital, la première chose, s'il a mal, on essaie d'abord de soulager la douleur. Ce n'est pas de débiter des termes compliqués, c'est d'abord de soulager la douleur ou les symptômes pour lesquels l'enfant est venu et par la suite démarrer un traitement correct. Donc, à part ça, il y a beaucoup d'autres traitements qu'on appelle des traitements adjuvants, hein, des traitements de soins de support qui sont vraiment nécessaires, une transfusion, un traitement antidouleur. Parfois, s'il y a infection, il faut donner des antibiotiques. Donc, vous voyez que ce n'est pas une prise en charge assez simple, c'est complexe, ça nécessite quand même un personnel qualifié pour pouvoir le faire. Et donc, on invite ici que tout le monde ne se lance pas dans cette prise en charge sans avoir la formation nécessaire parce que ça peut tout simplement se résumer à une perte de temps pour le malade. Et le pronostic vital, il se présente comment? Alors, le pronostic, il y en a 2 pronostics. Il y a le pronostic vital et il y a le pronostic fonctionnel. Alors, le pronostic fonctionnel, c'est par rapport à l'organe. Par exemple, si on vient avec un rétinoblastome, donc avec d'abord une petite tache dans l'œil, tache blanche au milieu de l'œil, comme on l'a dit tout à l'heure, oui, par moment, on peut arriver à sauver cet œil, à sauver même la fonction de cet œil. Mais quand c'est à un stade un tout petit peu avancé, cet œil n'est plus sauvable. Est-ce qu'il n'affecte pas l'autre? On est obligé de l'enlever pour sauver la vie, cette fois-là. Mais la fonction est déjà perdue. Parce que même si on ne l'enlevait pas, de toutes les façons, cet œil ne verra plus jamais.
Alors si on ne l'enlève pas, un œil qui ne verra plus jamais et qui risque de tuer l'enfant, ça c'est dangereux de le laisser, donc on est obligé de l'enlever. Voilà pourquoi nous insistons sur le diagnostic à temps. Donc le diagnostic précoce, c'est le diagnostic aux premiers symptômes. Donc dès qu'il y a des premiers symptômes, chers parents, nous vous invitons à être vraiment alertes sur ça. Oui. Vous vous attardez beaucoup plus sur le rétinoblastome et les autres cas Parce que c'est le premier cancer, mais nous pouvons aussi parler des autres cancers. Par exemple, pour tout ce qui est masse abdominale, en fait, ce sont des boules, des masses, le ventre, en fait, quand le parent, la maman, en général, c'est la maman qui touche le ventre de l'enfant et il voit qu'il y a une boule à l'intérieur. Attention, ça aussi, c'est une découverte sérieuse, comme on l'a dit tout à l'heure. Il faut mener des actions, il faut aller voir le médecin à l'hôpital et en général, ça finit par une échographie qui va définir cette boule est en train de grossir au dépend de quoi. Est-ce que c'est le rein, est-ce que c'est le foie, est-ce que c'est autre chose? Et le diagnostic posé permettra une prise en charge. Donc, si je peux résumer encore, faisons attention, toute chose qui sort de la normale, tout symptôme qui traîne de façon inhabituelle doit vraiment faire tiquer les parents et dire attention, ça peut être autre chose. Vous avez dit que le cancer de l'enfant est guérissable. Oui. En tout cas, on vous confirme que le cancer de l'enfant est guérissable. En Occident, il y a d'ailleurs certains cancers jusqu'à 100% de guérison. Et là, on insiste, c'est pourquoi on insiste sur les diagnostics précoces. En tout cas, tous les stades précoces, il n'y a pas de souci. Nous, au service, on a des dizaines de malades qui sont guéris. Il y a des enfants qui ont fait la chimiothérapie depuis 2014 et qui sont guéris, qui sont en vie. Alors, vraiment, on insiste sur les diagnostics précoces parce que ça, c'est essentiel. Surtout dans nos milieux où on a un plateau technique limité, plus on a les cas précoces, mieux c'est pour nous et on a beaucoup d'enfants en guérison. Est-ce qu'il y a des risques de récidive? Oui, il y a des risques de récidive aussi. Il y a des rechutes, c'est aussi. Et là, peut-être pour les autres cancers, quand c'est précoce, c'est moins des risques de récidive. Parce que la tumeur n'est pas étendue. Imaginez que vous avez une tumeur, au départ, c'était une boule au niveau du ventre. C'est-à-dire, la maladie reste, ça traîne, il n'est pas diagnostiqué, il va aller au niveau pulmonaire, au niveau des poumons, il va aller au niveau des os. Et quand on va soigner, peut-être en faisant des traitements, on arrive à contrôler. Mais il y a d'autres cellules qui sont tassées, qui n'ont pas été contrôlées. Et en soignant, on a plus que des risques de rechutes. Il y a des cancers comme les leucémies aiguës aussi, qui, on sait que dans le suivi, il faut bien suivre parce que la possibilité de rechute est quand même assez élevée. Donc les rechutes récidives, c'est possible. C'est pourquoi, pour déclarer un enfant guéri, on attend 5 ans. C'est-à-dire quand on a terminé son traitement, et par exemple, si c'est une tumeur rénale et qu'on a terminé son traitement, on va donner un programme de rendez-vous. Le programme de rendez-vous, le dernier mois, on voit le malade, tous les 3 mois, et puis ça sera tous les 6 mois, et puis une fois l'an. Est-il possible de prévenir la survenue des cancers chez l'enfant? Alors, la prévention des cancers, c'est généralement non. Parce que chez l'enfant, on n'a pas beaucoup de facteurs de risque, comme on a dit. Contrairement chez l'adulte. Chez l'adulte, on sait que, par exemple, pour prévenir les cancers pulmonaires, il faut arrêter, par exemple, de fumer, l'alcool. Mais chez l'enfant, il n'y a pas vraiment beaucoup. C'est vrai qu'on a quand même des syndromes qu'on dit de prédisposition, mais c'est quand même exceptionnel. On peut naître des surveillances nées, la fréquence est tellement faible qu'on n'aime pas en parler. Moins de 5%, il faut dire, hein, mais généralement, on peut pas prévenir. Exceptionnellement, ça arrive chez un enfant ou chez un parent qui est porteur d'une anomalie et qu'on puisse voir chez l'enfant, mais ce sont des cas qui sont rares, c'est exceptionnel. Donc, on ne sait pas faire la prévention parce qu'il n'y a pas vraiment de facteurs de risque qui ont été démontrés. Alors, docteur Karim, pourquoi sensibiliser sur le cancer de l'enfant? Merci beaucoup pour cette question très importante. Sensibiliser, c'est pour nous un moyen d'essayer de sauver
ces enfants-là. Nous espérons que les parents nous écoutent parce que tous ces symptômes-là, ce sont des symptômes qui peuvent appeler à ce qu'on diagnostique à temps. On diagnostique dès les premiers symptômes. Et si nous sommes en train de crier diagnostic précoce, diagnostiquer à temps, diagnostiquer dès les premiers symptômes, c'est parce que ici en RDC, les traitements existent. On peut sauver la vie d'un enfant atteint de cancer lorsque le diagnostic est fait dès les premiers symptômes, avec un coût faible, avec un temps très réduit, mais également avec peu de séquelles. C'est-à-dire, on n'a pas le choix. Pour nous, vous savez comment, jusqu'aujourd'hui, en tout cas pour le cancer, il n'y a pas de couverture de santé universelle pour les enfants atteints de cancer actuellement. Nous aimerions qu'il y en ait dans l'avenir, mais ce sont les parents qui vont devoir prendre en charge Le traitement, il est onéreux? Le traitement est autant onéreux que le diagnostic est au stade avancé. Plus le diagnostic est fait à temps, plus le coût est moindre, plus le pronostic, c'est-à-dire la possibilité de guérir, est très élevé. Le docteur Budiongo a parlé même de 100% pour certains cancers. Plus le séquelles, c'est-à-dire les séquelles après le traitement, sont pratiquement inexistants. Alors, il est important pour nous et pour les parents et pour ces enfants-là de diagnostiquer ces maladies à temps, dès les premiers symptômes, afin que nous guérissons de plus en plus d'enfants. Voilà pourquoi il est important de sensibiliser. Nous sensibilisons parce que toutes ces possibilités de guérison existent ici, à Kinshasa, ici en RDC. Nous ne sensibilisons pas pour que les parents, dès qu'ils voient, c'est parce qu'ils vont aller faire des projets de traitement à Hong Kong ou bien à Genève. Non, l'idée c'est que si nous sensibilisons, c'est parce que nous savons que la possibilité de guérison existe et elle est bien réelle. Docteur Budiongo vous a dit tout à l'heure, nous avons plusieurs dizaines d'enfants guéris des cancers. Aux cliniques universitaires de Kinshasa. S'il faut compléter, docteur Karim, donc, oui. On revient sur la prise en charge. Au niveau de l'hôpital, la direction des cliniques nous accompagne. Il y a un tarif préférentiel pour ce qui est bilan, pour ces malades. Ils ont quand même un coût qui est réduit pour faire les bilans. Et tout ce qui est des anticancéreux, généralement, on a des partenaires. Au niveau international, les groupes franco-africains d'oncologie pédiatrique qui nous envoient généralement des anticancéreux. Il y a l'Alliance mondiale contre les cancers aussi qui accompagne les enfants, surtout avec rétinodastome au stade précoce. Donc, aucun enfant qui a un cancer avec un stade qui rade, qu'on va les laisser sans soigner. Et là aussi, il y a aussi le gouvernement qui est en train de naître avec les CNLC, qui nous donne actuellement des anticancéreux. Donc, nous, on veut plus les enfants dans les stades précoces parce que la prise en charge est facile, le coût est faible. Et tous les malades qui n'ont rien, et que si c'est un stade précoce, il y a toujours des moyens, exact. On a toujours des partenaires, que ce soit sur place, qui accompagnent pour essayer de couvrir les frais de ces malades. Alors, septembre en or, ça symbolise quoi? Alors, septembre en or, si je peux dire, ça symbolise pour nous de l'espoir. Certes, on parle des cancers de l'enfant, mais beaucoup plus qu'un message de sensibilisation, nous voulons surtout diffuser un peu d'espoir pour dire à tous les parents que, écoutez, le cancer, ce n'est pas seulement la mort. À travers tout ce mois de septembre, nous voulons d'abord, dire que le cancer de l'enfant existe. 2, ils sont détectables par des petits signes. Donc, si un parent nous a suivis et qu'il voit tout ce que nous avons dit, quelques signes qui traînent et tout ça, donc le cancer de l'enfant est détectable par les parents, mais également, ils sont guérissables, surtout lorsqu'ils sont pris tôt. Et si je peux dire encore quelque chose de plus, comme c'est que le docteur Budiongo vient de dire tout à l'heure, aucun enfant atteint de cancer au stade guérissable ne meurt aux cliniques universitaires par manque d'argent. Non, même aujourd'hui. Certes, les coûts peuvent être un peu plus élevés pour certains parents, mais aujourd'hui, avec les efforts, les partenaires, tout le monde se met aujourd'hui à l'œuvre. D'abord, la direction de l'hôpital, qui donne certaines
facilité à faire certains examens pour des patients, etc. Donc, aucun enfant ne meurt de cancer par manque d'argent. Alors oui, Septembre en or, c'est vraiment pour diffuser un peu d'espoir. Docteur, pour les enfants qui viennent aussi à un stade très avancé, il faut dire on ne va pas les abandonner. Donc, il y a un programme de prise en charge adapté et souvent, on associe l'équipe des soins palliatifs qui est là, qui nous accompagne aussi à améliorer la qualité de vie de ces enfants. Et aussi, on ne laisse pas souffrir parce qu'ils ont un cancer. Donc, quel que soit les stades, nous adaptons la prise en charge. Et c'est là avec un peu de moyens ou sans argent, parce qu'on ne va pas laisser les patients mourir comme ça. Ça, vous le dites parce que vous êtes ici ou ça se passe vraiment comme ça? Parce qu'on sait au moins comment ça se passe dans les hôpitaux. Quand on n'a pas d'argent, on n'a pas accès aux soins de fois. En tout cas, aux cliniques universitaires de Kinshasa, dans notre état, ça se passe comme ça. C'est-à-dire, on n'a ni les moyens pour voir. On te dit, c'est pas seulement au niveau international. C'est vrai que la direction a baissé les coûts. Il y a des malades qui n'arrivent, qui n'ont rien. Là, docteur Karine connaît, on a des malades qui arrivent vers Kassai avec 20 000 francs et qui ont été soignés, qui ont été pris en charge, qui sont guéris, qui sont rentrés. C'est-à-dire, on a des possibilités de trouver des solutions. Et actuellement, avec Caritas, on commence aussi à nous accompagner pour prendre en charge les patients qui sont vraiment démunis. Je crois qu'on termine déjà. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous surtout de nous avoir donné cette opportunité de mettre haut la cause de ces enfants que je peux dire un tout petit peu oubliés, parce qu'ils sont pas très nombreux dans le pays, mais ils meurent en silence et c'est une vérité. Alors merci d'avoir donné une petite voix pour tous ces enfants. Merci. Merci d'avoir contribué à la sensibilisation des cancers. Merci beaucoup, docteur Boudianga. Voilà, fidèles auditeurs de Top Congo FM, chers amis de Top Santé, cette émission touche déjà à sa fin. Je rappelle que le cancer ne touche pas que des adultes, des enfants peuvent également être concernés. Certains types de cancers apparaissent presque exclusivement chez l'enfant, d'autres pratiquement jamais. Nous l'avons cité ici, les cancers des yeux, les cancers, les leucémies, lymphomes, beaucoup d'autres cancers que les médecins ont énumérés ici dans cette émission. Les spécialistes, les oncologues pédiatres insistent sur une détection précoce, c'est-à-dire dès l'apparition des premiers symptômes pour espérer avoir une bonne prise en charge. Le cancer de l'enfant est guérissable à 80-100%. Les médecins nous l'ont affirmé ici. Merci de nous avoir suivis. Merci à nos invités, Dr Karim Hassani et Dr Aline Boudiongo, qui nous viennent des cliniques universitaires de Kinshasa, plus précisément de la pédiatrie oncologie, c'est ça? Exactement. Voilà, et merci aussi à Chris Bivoula et à Dani Isayobi qui nous ont accompagnés. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. En attendant, prenez soin de vous. Maman, viens voir. Qu'as-tu, mon enfant? Je souffre et j'ai très mal. T'as mal où c'est? Ici, sur le côté. Top Santé, votre magazine sanitaire, présenté par Peggy Wabeno, tous les lundis à 14h. Rediffusion lundi 20h. Pour tout contact, Top Santé Top Congo@gmail.com ou contactez-nous au 082 280 1500. Top Congo FM, elle a tout d'une grande.